J'étais en train de parler avec Marie-Rose Guarnery de Lynne Papin. Et elle me disait, j'adore Lynne Papin. Et bien ça tombe bien, puisque c'est elle qu'on appelle maintenant, Lynne Papin, qui va nous parler d'Hanoï Stories. Non mais regardez cette couverture quand même. Hein. Et puis là, évidemment, sur l'écran, il n'y a pas les couleurs, mais en fait, avec les couleurs du livre, quand je parlais d'objets de désir, en fait, c'est vraiment ça que je voulais dire. Alors, Lynne Papin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, parce que c'est à la fois une première rentrée littéraire pour Lynne Papin, et c'est aussi une première chez Albin Michel. Et je dois dire que je suis ravie. Voilà, je suis ravie. Votre éditrice Louise Dano est ravie. Et puis, changer d'éditeur au bout de 10 ans, c'est pas rien. Voyez, je pense que c'est quelque chose, ça fait partie des coulisses dont on ne parle pas, parce qu'on parle assez peu du métier d'éditeur, et au fond, c'est tant mieux, c'est les auteurs qui comptent. Mais changer d'éditeur au bout de 10 ans, c'est pas rien. Le faire avec une première en rentrée littéraire, c'est pas rien non plus. Donc, je vais quand même revenir un peu sur ce parcours. Cette Lynne-là est née à Hanoï, en 1995. Elle a vécu à Hanoï jusqu'à ses 10 ans. Et puis elle est venue en France pour vivre et pour étudier. Moi, je me souviens de l'Éveil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. L'Éveil en 2016. On parlait du prix de la vocation tout à l'heure. Lynne avait eu aussi le prix de la vocation pour ce livre. Moi, ça avait été un choc. Je me souviens de cette double page dans le L, dans cette conversation entre Lynne Papin et Annie Ernaux. Et je me souviens m'être dit, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, pour pouvoir vivre ce genre d'expériences et de rencontres. Et puis, il y a eu un autre livre que moi, j'ai adoré, un peu plus tard, en 2023, qui était Les os des filles. Un livre très, très important sur, Francis le disait, qu'est-ce que c'est l'exil à soi ? L'exil, c'est d'abord l'exil à soi. Qu'est-ce que c'est écrire pour survivre ? Qu'est-ce que c'est être une survivante ? Qu'est-ce que c'est que la mémoire familiale ? Qu'est-ce que c'est que la maladie ? Vous êtes de celles, Lynne, qui n'écrivent pas pour faire joli. Voilà, j'aimerais bien qu'on le dise, parce que c'est peut-être moins évident quand on a affaire à une très jeune et très jolie romancière. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité vitale dans l'écriture de Lynne Papin. Et ce livre-là, avec lequel vous nous rejoignez, Hanoï Stories, est de cette veine-là, en fait. Je crois qu'il donnera envie à ceux qui ne l'ont pas lu de lire Les os des filles, et inversement. Je ne vais pas raconter le livre parce que vous allez en parler avec Rémi. Je voulais juste dire que ce livre-là, il coche énormément de cases contradictoires. Et ça, c'est très, très fort. En fait, c'est un livre qui peut se lire... On a dit ça chez Albin Michel comme un manche-prième littéraire, parce que c'est un livre d'élévation, pour s'élever, c'est un livre pour aller mieux, c'est un livre pour essayer de trouver le bonheur de multiples façons. Mais j'insiste sur littéraire. Voilà, moi j'ai jamais pensé, que les livres les romans et la littérature pouvaient uniquement se raconter. Parce que ce que vous faites avec ce livre-là, et merci pour ce cadeau, c'est nous faire vivre une expérience sensorielle, une expérience spirituelle. Et c'est ce dont on va parler maintenant avec Rémi et Lynne. Bienvenue chez nous. Merci. Anna parle à l'instant du bonheur et de l'expérience du bonheur. Et ma première question concerne justement ce bonheur. Lynne, comment ce retour au Vietnam découle d'une quête pour retrouver le bonheur ? Alors, le livre s'ouvre sur un personnage, donc une jeune femme de 30 ans, qui est un peu déroutée, donc qui alterne entre les relations amoureuses bancales, les séances de sport et les séances de psy, un scénario qu'elle n'arrive pas à financer, un livre qu'elle n'arrive pas à écrire, qui est donc un peu perdue, jusqu'au jour où sa marraine vietnamienne vient la chercher et lui dit de retourner au pays.
Et donc cette marraine veut l'introduire au bouddhisme, qui est donc une philosophie qui vise à éradiquer la souffrance, une philosophie du bonheur. Et donc la deuxième partie du livre bascule au Vietnam. Et cette quête du bonheur se poursuit à travers des virées dans les monastères, des scènes de discussion avec les moines, des séances de bol tibétain. Et donc le livre prend parfois un ton comique, mais toujours avec cette question, pourquoi dans nos sociétés occidentales, capitalistes, où l'on a visiblement tout, pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi sommes-nous sous Prozac? Et donc à cela s'oppose la vision d'un Vietnam communiste, bouddhiste, oriental. Et donc ces deux facettes vont voilà, communiquer, s'alterner dans le livre. Et la narratrice tente de trouver un équilibre entre ces deux mondes qui s'opposent et qui la constituent. Tout à fait. Et ces deux mondes qui s'opposent entre Vietnam et France m'amènent à ma seconde question, qui est la suivante. Comment est-ce que l'écriture permet de lier les différents fils d'une vie finalement éclatée entre la France et le Vietnam? L'écriture est vraiment au cœur du texte parce que je pense que c'est aussi un texte sur l'écriture. Donc j'avais écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle Les eaux des filles et qui était donc sur le retour au pays natal. Et celui-ci est vraiment dans sa continuité, mais il est près de 10 ans plus tard en fait. Et donc il y a beaucoup plus d'humour, d'autodérision, et puis il est plus ample dans le sens où l'écriture va aussi tisser la vie de différents personnages. Mon père, qui est une figure que je n'avais jamais explorée jusque-là, donc son arrivée au Vietnam dans les années 90 en tant que jeune étudiant fraîchement débarqué du quartier latin qui va en fait tout plaquer pour s'installer dans ce pays et rencontrer donc une jeune femme de 25 ans, ma marraine, qui va devenir son amie pendant 30 ans. Et cette marraine donc a grandi pendant les guerres, la famine, la misère, a été blacklistée par le régime communiste et a trouvé sa planche de salut en travaillant pour les expatriés. Et donc c'est une figure très charismatique et totalement contradictoire, pleine de contradictions, puisqu'à la fois donc très bouddhiste et en même temps totalement capitaliste, étant à la tête d'une boîte de finance et de luxe. Et donc voilà, ces personnages vont donner aussi son aspect romanesque au livre, qui reste un livre qui fait l'éloge de la littérature, laquelle serait comme un pays, un lieu où vivre pour ceux qui sont exilés. Un lieu où il fait bon vivre. J'ai confié votre roman, Lynn, à Marion Nicolas de la librairie Albin Michel dans le 6e arrondissement à Paris. Elle va vous poser une question. Bonjour, enchantée et très honorée d'avoir lu votre livre avant tout le monde. Je disais à Anna ce matin que j'avais trouvé dans votre lecture de votre roman un côté un peu comme ce qu'on peut trouver dans les romans de Françoise Sagan. Une jeunesse, une vitesse, une envie de vivre vite. Et alors pour reprendre ce que nous disions ensemble aussi, une façon aussi de voir l'ennui. Un ennui, en tout cas, qui porte le monde, mais en même temps avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'autodérision, parce qu'on rit beaucoup dans votre roman. Et pour reprendre aussi ce que vous disiez ce matin, le fil rouge de notre présentation littéraire ce matin, c'est l'amour. Donc, à 8 ans, vous êtes encore à Hanoï et puis vous dressez des listes de vos amoureux. Le premier qui vient, c'est Max, votre préféré, et puis vous quittez Hanoï et à 10 ans, et du coup, vous perdez de vue, vous ne le voyez plus, vous ne l'entendez plus, et vous retrouvez ensuite ce qu'on va voir dans Hanoi Story. Il est une évidence quand vous vous revoyez, tout est familier chez lui, alors que vous ne vous étiez pas vus. Du coup, voici ma question. Comment on se rattache cette part de l'enfance avec cette évidence amoureuse ? Oui, en effet, donc la narratrice, quand elle retourne dans son pays natal, retrouve son amoureux de primaire, qui est donc un garçon avec qui elle a grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et qu'elle a quitté au moment où elle est partie en France. Et donc, plus de nouvelles pendant 20 ans. Et à l'âge de 30 ans, ils se retrouvent. Donc, ils ont un coup de foudre après 20 années d'absence. Et donc leur vie a pris des chemins complètement opposés, puisqu'elle est vietnamienne en France, il est franco-américain au Vietnam, pays qu'il n'a jamais quitté. Et donc il se sent étranger chez lui, elle se sent étrangère chez elle. Donc ils cherchent tous les deux une maison. C'est vrai que si la littérature en est une, l'amour peut être une jolie cabane aussi. Et donc ces deux personnages en miroir inversé vont se retrouver le temps du roman, qui, comme disait Anna, prend des
des allures de mange-prix M, puisqu'elle poursuit sa quête du bonheur la journée en allant dans les monastères et retrouve le soir ce jeune homme qui est devenu barman dans les bars d'une péninsule de Hanoï. Donc aux élévations spirituelles avec les... Il y a la cloche en même temps, c'est bien. Aux élévations spirituelles avec les moines vont se succéder les virées dans les bas-fonds et l'alcool de Hanoï. Et donc en fait, ce qui m'intéressait dans cette histoire d'amour, c'était la manière en effet dont le temps transforme les relations, dont la densité de la mémoire aussi dans l'amour et toutes les questions que soulève un amour de jeunesse lorsqu'on le retrouve 20 ans plus tard. Donc à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu, qu'est-ce qu'on aurait dû, quelle aurait été ma vie ici. Et donc, en ce sens, cette histoire d'amour représente vraiment aussi le retour au pays natal et le retour à soi. Merci Line Papin. Merci. Merci Marion.